Bonsoir, merci à vous d'être venus si nombreux ce soir pour cette soirée, une nouvelle conférence exceptionnelle de la Société d'Histoire des Français de Chine. Alors, je suis très content parce qu'il y a pas mal de gens que je connais, que je retrouve, que je revois. Vous savez, j'ai pris quelques mois de parenthèse avec la Chine, mais je vais revenir. Mais mon cœur est quand même resté ici. Donc ce soir, alors quelques mots de présentation puisque... Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Grévaux, je suis le cofondateur de la société avec David Morisot, qui la préside et qui n'a pas pu venir ce soir parce qu'il est en déplacement à Hong Kong. Donc je le remplace. Quelques mots sur la société, elle a été fondée il y a 3 ans, pour ceux qui ne le savent pas, c'était 2 passionnés, David et moi, et on a lancé l'initiative, et puis ça c'est devenu ça. Et je m'en réjouis parce que c'est un des grands événements culturels, comme tu avais dit, Christine, un jour en me croisant, il n'y en a pas tant que ça, des événements culturels en français dans Shanghai. Et là, on a réussi à faire quelque chose quand même d'assez exceptionnel et régulier surtout. Alors, on avait signalé que depuis septembre, on a publié 28 articles historiques. On a organisé 8 conférences, 3 clubs de recherche, une chasse aux vitraux, vous savez, les vitraux des fenêtres de Shanghai, un club de lecture, on a visité Touchanoine et on a ouvert exceptionnellement l'ancienne bibliothèque des Jésuites à Sukiarwe pour notre groupe. Eh bien, tout ça, bravo. Merci. Alors, à l'écoute, justement, c'est des bénévoles, je le souligne à chaque fois parce que c'est vraiment un travail extraordinaire qu'ils accomplissent. Donc Michel qui va prendre la parole et qui est en charge des conférences et à qui on doit justement ces événements presque chaque mois. Merci Michel. On a Thierry au fond là-bas qui est là, toujours discret. En fait, il est tellement grand que quand il se levait, on ne verrait plus que lui. Alors c'est pour ça qu'il reste discret. Et puis Johan qui vient nous aider aussi avec le matériel, super, merci Johan, c'est top. Sans toi, on n'aurait pas les retransmissions. Un travail aussi formidable. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un parmi ceux qui sont là? Non, je crois pas, il me semble. Voilà, donc, et puis moi. Alors moi, désolé, je faisais les visites autrefois, les visites régulièrement. Je les recommencerai peut-être un jour. Mais en septembre, à la rentrée, normalement, il y aura quelques visites qui vont être lancées par d'autres personnes que moi, qui vous seront proposées. Visites historiques de Shanghai. Voilà. Est-ce que j'ajouterai quelque chose juste avant de laisser la parole et j'arrêterai de vous embêter, mais bon, je ne résistais pas parce que Ségalen, en fait, moi j'ai été exposé à la culture chinoise, j'ai été contaminé par le virus quand j'étais enfant en mangeant un rogon, une fondue chinoise, à l'âge de 7 ans à Tahiti. Parce qu'il y a une forte communauté chinoise là-bas. Et en même temps, c'est à ce moment-là que j'ai été contaminé par Ségalen aussi. Mon frère vit toujours aux îles Marquises, au bout du monde. Et donc, entre la culture chinoise et le monde polynésien, voilà, donc c'est là où j'ai des liens assez intimes avec lui, d'autant que je me suis pris de passion pour Taïwan plus tard, une île magnifique dans laquelle j'ai habité 15 ans, et que je suis devenu un grand passionné de la culture des aborigènes de Taïwan, qui peut-être, vous le savez, sont à l'origine de la culture polynésienne, austronésienne, et donc encore un lien avec Ségalen. Voilà, j'arrête là. Je laisse la parole à Michel, qui va donc nous présenter notre conférencière aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup à vous, et à tout à l'heure. Dernier mot. Juste après la conférence, on a un tout petit buffet très simple, mais on sera ravis de vous accueillir et d'échanger avec vous. Voilà, allez, à plus tard. Merci. Merci Nicolas. Bien, merci à tous d'être de nouveau là. Je ne vais pas remercier plus de monde parce que Nicolas l'a très bien fait. Si ce n'est peut-être le cabinet d'avocats qui nous accueille ce soir. Le représentant n'est pas là, mais franchement, Philippe Snell est toujours enthousiaste, gentil, prêt à nous ouvrir ses portes et c'est quand même à souligner. Et puis aussi, quelqu'un qui nous a aidé ce soir, dont j'ai oublié le petit prénom, Jojo, pardon, ça ne s'oublie pas, prénom pareil, qui nous a aidé à mettre concrètement les affaires en place. Voilà. Alors, ce soir, donc, le sujet de ce soir, c'est la quête de licorne et le voyage archéologique et poétique de Ségalen. Alors,
qui est Ségalène. Parce que je me suis rendu compte, en fait, en publiant le flyer, que beaucoup de personnes ne connaissaient pas Ségalène et du coup ne sont pas venues à la découverte de Ségalène, ce que je trouve un petit peu décevant. Voilà, je le dis. Maintenant, j'ai le droit de dire ce que je pense. Je le fais. Je suis à la fin de mon tour, donc je m'exprime. Alors, tour à tour, photographe, archéologue, ethnologue, écrivain voyageur, sinologue, Victor Ségalène a parcouru les mers en tant que médecin de la marine française. Il s'installe en 1909, je ne dis pas de bêtises, 1909 en Chine, et sa présence en Chine dure 5 ans, et pendant 5 ans, il va sillonner la Chine, chevaucher la Chine, je dirais même, à la découverte des pierres sacrées qu'on trouve un petit peu partout en Chine, et ça, Wang Bei nous en parlera mieux que ce que je ne ferai. Alors Wang Bei, on est ravis vraiment de te recevoir ce soir. Wang Bei est quelqu'un de discret et pas facile à amener. Ça n'a pas été évident de l'amener jusqu'à nous ce soir et je la remercie vraiment de sa présence. Alors, donc, Wang Bei. Wang Bei est docteur de l'Université de Paris-Sorbonne. Elle est professeure de littérature comparée à Fudan, mais elle est aussi en charge du partenariat avec l'École normale supérieure de Paris en humanité, pour les humanités. Ensuite, tu as écrit des livres. Pourquoi? Parce que Claudel et Ségalène, tu es une grande spécialiste de Claudel et Ségalène. C'était le sujet de ta thèse, tout de même. Et alors, tu as écrit des livres, tu as publié Ségalène et Claudel, dialogue à travers la peinture extrême-orientale, et tu as aussi édité, avec Philippe Postel, le numéro 3 des cahiers Victor Ségalène, intitulé Lecture chinoise de Victor Ségalène. Vous voyez que quand même, nous recevons quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle conférence et je vous dis à tout à l'heure. Merci Michel. Vous connaissez déjà beaucoup de choses sur Ségalène. Bonsoir à tous. Alors, je remercie chaleureusement la Société d'Histoire des Français en Chine de m'avoir donné cette occasion de partager avec vous ma fascination pour un écrivain français qui est aussi bien sûr un archéologue, Victor Ségalène. Alors, cette invitation me touche d'autant plus qu'il y a une extraordinaire coïncidence de calendrier. Nous sommes le 22 mai, je ne sais pas si Michel a calculé, mais il y a 104 ans, jour pour jour, Ségalène s'est complètement éclipsé du monde. Personne ne savait où il se trouvait. Mais en fait, le 21 mai 1919, Ségalène partit le matin pour une promenade dans la forêt du Huelguat. Et il ne rentra pas le soir. Et le lendemain, on partit à sa recherche. Et le 23 mai 1919, son corps fut trouvé dans la forêt du Huelguat. Alors, il y avait une blessure au talon et une mare de sang. On pensait qu'il s'agissait d'un accident dû à une branche coupée, mais certains pensent qu'il s'agissait d'un suicide. On ne saura jamais. Quoi qu'il en soit, la scène de la mort est belle. Le corps de Ségalène se trouvait sur un tertre au-dessus d'un endroit appelé le Gouffre. Et sur lui, il y avait son manteau d'officier de la marine. Et à son côté, un volume d'œuvres complètes de Shakespeare ouvert à la page de Hamlet. Donc, on pensait que c'est une scène assez calculée, d'où l'hypothèse de suicide. Bon, bref, donc ce n'était pas mon propos de ce soir. Je commence par cette scène de mort, parce que toute l'expédition archéologique de Ségalène est intimement liée à la mort. Parce qu'il s'agit des monuments funéraires, comme nous allons voir tout à l'heure. Mais il y a toujours quelque chose au-delà de la mort
c'est la beauté, c'est l'art. Donc, Ségalen a mené en Chine 2 expéditions archéologiques, une fois en 1914 à l'ouest de la Chine et une fois en 1917 à l'est de la Chine. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé avant 1914 dans la ville de Ségalen? On a parlé de Tahiti tout à l'heure. Alors ça, c'est donc Brest. Ségalen est né à Brest. Et l'endroit qui s'appelle le Gouffre et une stèle dédiée à Ségalen. Alors, en juin 1909, Ségalen est arrivé en Chine. Il avait 31 ans. Depuis 6 ans, il s'était engagé dans la marine en tant que médecin et il avait été affecté pour son premier poste à l'étranger à Tahiti. Mais quand il est arrivé en Chine, il n'est pas arrivé en tant que médecin de la marine, mais en tant qu'élève-interprète en détachement. Cela signifie qu'il s'agissait non plus d'une affectation, mais d'une demande spécifique de la part de Ségalen lui-même. Ségalen a donc choisi la Chine. Pourquoi? Parce que après l'expérience de Tahiti, il était désormais prêt à un ailleurs plus lointain. Parce qu'aussi, il avait une ambition littéraire liée à l'ailleurs. Son premier roman, Les Idémoriaux, lui donnait est sorti après son séjour à Tahiti. Il espérait que la Chine lui donnait d'autres aspirations. En Chine, je cite, aux prises avec la plus antipodique des matières, j'attends beaucoup de cet exotisme exaspéré. Il a débarqué à Shanghai le 29 mai 1909. Il a tout de suite visité des villes aux alentours qui l'intéressaient, notamment Nankin, avant de prendre le train pour Pékin. Ça, c'est Ségalen dans son bureau à Pékin. Mais avant d'arriver à Pékin, il avait donc visité Nankin et surtout le tombeau de Rong, premier empereur de la dynastie des Ming. L'impression était très forte et c'était déjà une initiation de l'archéologie chinoise. Ce qui allait constituer son centre d'intérêt pour les expéditions ultérieures se trouvait déjà là. Le tombeau, l'empereur, les animaux fantastiques gardiens du tombeau et une stèle magnifique qu'une tortue géante portait sur son dos. Le 12 juin, il est arrivé à Pékin. Il a visité, bien sûr, le temple du ciel, le temple de la terre et, encore une fois, les tombeaux d'empereurs. Il y en a beaucoup aux alentours de Pékin parce que, comme vous le savez, Pékin est la capitale des 2 dynasties chinoises, les Ming et les Qing. Ségalen a visité Xiliang, le site funéraire où sont enterrés les empereurs des Qing et Shisanling, comme vous le voyez ici, où il y a les 13 tombeaux des empereurs des Ming, sauf le premier qui fut enterré à Nankin. Voilà le début de son séjour en Chine, allant de mai 1909 au août 1914. 1909, c'est la première année du règne de Puyi, le dernier empereur de Chine. L'année précédente, l'empereur Guangxu est décédé. C'est une figure qui obsède Ségalen et qui sera le héros dans son roman « Fils du ciel ». Sans le savoir tout de suite, Ségalen est arrivé à la toute fin de l'Empire de Chine. Voici une succession d'événements historiques pour situer cette époque. 1940-1942, première guerre de l'opium, 1856-1860, deuxième guerre d'opium, 1894, première guerre sino-japonaise, 1898, réforme de 100 jours. L'objectif de cette réforme, c'est de mettre en application une série de politiques modernes promulguées par l'empereur Guangxu, mais la réforme est sévèrement imprimée par l'impératrice douairière Cixi, la terrible tante de Guangxu. 1900,
soulèvement des boxeurs dans le quartier des légations de Pékin qui s'achève par la victoire des 8 nations alliées contre la Chine. 1908, mort de Conchu, mort de Cécile en l'espace de 3 jours. 1911, révolution chinoise qui éclate en octobre et 1912, début de la République. Voilà à peu près le contexte historique. Revenons à Ségalen. Peu après son arrivée en Chine en 1909, il a entrepris avec son ami Gilbert de Voisin un grand voyage en Chine qui a duré 6 mois. C'est une immense traversée qui se divise à peu près en 3 parties, comme nous pouvons le voir sur cette carte. Alors la ligne rouge indique l'itinéraire du voyage de 1909 et la ligne bleue, l'expédition de 1914. Ce n'est pas encore, alors le voyage de 1909 n'est pas encore une expédition archéologique, c'est plutôt un voyage de découverte, mais un voyage qui est une véritable aventure. C'est toute cette partie de l'ouest, comme vous le voyez, que les 2 amis vont s'aventurer, alors qu'à l'époque, c'était encore une région peu explorée. Et les 2 amis ont amené avec eux toute une équipe de gens de service, de chevaux, et des ânes, des malles, des livres, des fusils et un matériel photographique important. Nous allons voir beaucoup de photos de Ségalen. Ce serait la même disposition pour l'expédition de 1914. Donc j'ai dit 3 parties. Donc ça fait à peu près une ligne horizontale et ensuite verticale et ensuite horizontale. La première partie du voyage va de Pékin à Lanzhou, la capitale du Gansu, en passant par les provinces Hebei, Shanxi et Gansu. Ils doivent traverser toute une partie du plateau de l'Eus. Alors l'Eus est une terre issue d'une accumulation du sol très sensible à l'érosion. Une route très difficile donc pour la marche, mais très impressionnante comme spectacle de la nature. Ce sont des photos de Ségalen. La deuxième partie est la ligne verticale allant de Lanzhou à Yichang. C'est une route montagneuse à flanc de plateau tibétain, extrêmement abrupte, mais avec un paysage magnifique, très coloré, que Ségalen n'hésite pas à comparer avec la palette de Gauguin. Il y a un rapport avec Tahiti, encore une fois, parce que Ségalen a presque rencontré Gauguin à Tahiti, mais peu après sa mort. La troisième partie du voyage est celle entre Yichang et Shanghai. C'est donc une route fluviale, une longue navigation sur le fleuve Yangtze. Cette première traversée de la Chine a pris fin en janvier 1910 à Shanghai. Ici, elle a été prolongée d'un voyage au Japon qui a duré 1 mois. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce voyage de 1909, je vais simplement vous renvoyer à un volume de Ségalen, Lettres de Chine, où se sont rassemblées toutes ces lettres à sa femme qu'il a écrites pendant le voyage. Donc là, il y a des descriptions extraordinaires des paysages et des routes. Je voudrais surtout, pour mes propos de ce soir, retenir 2 choses. D'abord, tout au long de ce voyage, Ségalen a pu découvrir un paysage splendide, mais aussi un empire en décrépitude. Beaucoup de choses ont été détruites ou laissées à l'abandon, mais il y avait tout de même plus de vestiges qu'on peut voir aujourd'hui. Ségalen a surtout remarqué un type de document ancien qu'il trouvait particulièrement beau, c'est la stèle. Et voici, il a écrit « Elles sont des monuments restreints à une table de pierre haut dressée portant une inscription. Elles incrustent dans le ciel de Chine leur front plat. On les heurte à l'improviste.
au bord des routes, dans les cours des temples, devant les tombeaux. Marquant un fait, une volonté, une présence, elles forcent l'arrêt debout, face à leur face. Dans le vacillement délabré de l'Empire, elles seules appliquent la stabilité. Épigraphe et pierre taillée, voilà toute la stèle, corps et âme, être au complet. Ce qui soutient et ce qui surmonte n'est que pur ornement et parfois horrible. Cet extrait est le début de la préface à Stèle, un recueil de poèmes que Ségalen va publier en 1912 à Pékin sous la forme bibliophilique chinoise. Et c'est le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que toutes les expériences chinoises se transmuteront chez Ségalen en œuvres littéraires. En l'occurrence, ce qui va transmettre en forme poétique, c'est la stèle. Qu'est-ce que cette forme signifie pour Ségalen? C'est une forme classique, singulièrement chinoise, qu'il adopte pour la forme même de son poème. Nous voyons que chaque poème est encadré, dressé devant les yeux comme une stèle. Mais c'est aussi une célébration de l'écriture, puisque la stèle chinoise n'est pas aveugle. La stèle chinoise a toujours quelque chose gravé sur la pierre. Enfin, symboliquement, la stèle dans cette Chine délabrée est la présence même de la stabilité, de la durabilité. Cette présence durable frappe d'autant plus fort que ce que stèle garde, c'est la mort, c'est le périssable. Et c'est précisément ce contraste entre le périssable et le perpétuel que Ségalen va tirer comme leçon centrale de ses expéditions de 1914 et 1917. Après le voyage de 1909, Ségalen s'est installé à Pékin. Sa période d'élève-interprète terminée, il a réussi à obtenir un poste d'enseignant à l'école de médecine à Tianjin après avoir fait quelques mois de service en Mandchourie où il combattait contre la peste qui s'abattait sur la région. Il écrivait pendant tout ce temps et c'était les ébauches des deux romans qui ne seraient publiés qu'après sa mort, c'est-à-dire Fils du ciel et René Laïs. Il écrivait aussi des poèmes qui deviendront stèles, comme on vient de dire. En octobre 1911 éclata la Révolution chinoise. En janvier 1912 fut proclamée la Nouvelle République. C'était la fin de l'Empire. Ségalen, malgré lui, est devenu le témoin de la disparition de l'Empire chinois. C'était pour lui un choc, une déception, une tristesse. Il voulait désormais restituer sa Chine, la Chine antique, avec les formes antiques qu'il aimait. Il a décidé de faire un voyage cette fois-ci, non plus seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'était alors le germe d'un projet d'expédition archéologique. En octobre et novembre 1913, il a passé 2 mois en France afin de préparer ce voyage. Il a rendu visite à quelques éminents sinologues, dont Édouard Chavannes, qu'il avait déjà connu, mais aussi Paul Pelliot et Henri Cordier. L'itinéraire et l'objectif de cette expédition ont été établis avec l'aide d'Édouard Chavannes. En fait, Chavannes lui-même avait effectué 2 expéditions en Chine, en 1893 et en 1907, dans les provinces du Shandong, du Henan et du Shanxi, donc notamment dans le nord de la Chine. Il y a découvert des sculptures bouddhistes, mais surtout des monuments funéraires chinoises, c'est-à-dire les tombeaux, les chambrettes, les stèles, les piliers, les sculptures funéraires, etc. C'est dans la continuité de ces expéditions de Chavannes que se situait la mission de Ségalen en 1914, et cette fois-ci plutôt vers l'ouest.
Alors, l'objectif de la mission Ségalen est de relever des monuments funéraires et des sculptures anciennes. La méthode pratiquée, lire les chroniques locales avant de les confronter à la recherche du terrain. Alors, les chroniques locales, ce sont des documents historiques que chaque région possède. Il y a des descriptions historiques et géographiques nombreuses, y compris des monuments historiques. Mais seulement beaucoup de monuments ont disparu et d'autres difficiles à trouver parce que les indications ne sont pas précises, souvent imprécises même. Donc la recherche du terrain sera décisive. Ils sont 3 dans l'équipe Ségalen, mais aussi ses 2 fidèles amis, Gilbert de Voisin, qui est aussi un écrivain, plus célèbre que Ségalen à l'époque, mais aujourd'hui c'est l'inverse. Et un ami dans la marine, Jean Lartigue. La mission a duré 6 mois, de février en août 1914. C'est encore une fois une grande traversée que Ségalen nomme la Grande Diagonale. Et donc, la Grande Diagonale, c'est ici, qui part de Pékin et qui traverse toute cette région. En fait, Ségalen, en 1909, a déjà passé par là, mais cette fois-ci, l'itinéraire n'est pas exactement la même, et surtout, l'objectif est différent. Dans le Henan, ils ont visité les grandes boutiques de Longmen Shikou. Dans le Shanxi, ils ont relevé une quantité de tombeaux impériaux et de tumuli, donc c'est la forme plurielle de tumulus, un tumulus, c'est un nom artificiel donc qu'on construit à la mort souvent pour des personnages importants. Très importants comme des empereurs et des princes, mais aussi des grands dignitaires, des hauts fonctionnaires et des généraux. Puisque Xi'an est une vieille capitale chinoise, il y a énormément de tombeaux impériaux aux alentours, et Ségalen disait en plaisantant que la région était un cimetière. Les tombeaux qu'ils ont relevés selon les chroniques locales datent d'un temps très ancien, allant de la dynastie des Zhou, donc qui commence au XIe siècle avant notre ère, à la dynastie des Tang, donc qui se termine au Xe siècle après notre ère, en passant par les Qing, donc 3e siècle avant notre ère, et les Han, de 3e siècle avant notre ère à 3e siècle après notre ère. Donc tout ça, c'est une période très ancienne. Dans le Sichuan, ils ont trouvé un nombre non négligeable de piliers funéraires. Je vais expliquer ce que c'est les piliers funéraires. Donc ils ont trouvé beaucoup qui datent des Han postérieurs, c'est-à-dire le 1er et le 2e siècle. Ils ont également fait des découvertes de sculptures boutiques, mais je précise tout de suite que je laisse de côté, à mon regret, les sculptures boutiques et à regret de Michel, parce que ce n'est pas le centre d'intérêt de Ségalen. Je me concentrerai davantage sur les monuments funéraires chinois et les sculptures chinoises trouvées dans ce contexte. Alors, donc, je vais partager avec vous quelques découvertes majeures de Ségalen dans son expédition de 1914, à commencer par la province du Shanxi. Première découverte, le tumulus du premier empereur des Qing, Qing Shi Huangdi, mort en 210 avant notre ère. C'est la première grande découverte de cette expédition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire découverte? Parce que c'est déjà écrit dans les chroniques locales et des gens du pays s'en souviennent aussi, s'en souviennent sans que ce soit très précis. Découverte, c'est-à-dire que ça n'existe plus seulement en tant que papier mort.
qu'à l'époque, personne ne s'intéressait à ça, personne ne savait où se trouvait le tombeau d'empereur. Et ça n'existe pas seulement non plus en tant que souvenir vague, découverte, c'est-à-dire le faire sortir de l'oubli et de faire des relevés scientifiques très précises et de livrer les monuments au monde entier en tant que mémoire de l'humanité. Et Segalen a fait ce premier travail avant qu'on trouve, comme vous le savez, toute une armée de soldats en terre en 1974, à cet emplacement même du tumulus de premier empereur Taïti. Mais la découverte n'a pas été facile, car d'une part, selon les chroniques de la province du Shanxi, l'emplacement du tombeau devait se trouver près de Xi'an, alors que les deux amis étaient près de Lintong. Ce n'est pas tout à fait le même endroit. Et d'autre part, selon les livres d'histoire, notamment Shiji, le tombeau de l'empereur Qin Shi Huangdi a été plusieurs fois violé dans l'histoire. Même quelques années après sa mort. Donc Segalen n'avait plus beaucoup d'espoir de trouver le tombeau de Qin Shi Huangdi. Il était sur le point d'abandonner en fait. Mais à ce moment, ils ont rencontré des gens du pays et un vieillard s'est offert à eux pour les conduire jusqu'au tombeau de Qin Shi Huangdi. Et là, c'est un éblouissement total. Alors ça, c'est une page de Segalen. Segalen a une belle écriture en caractère chinois, c'est impressionnant. Donc il a copié tout un passage du Shiji de Sima Tian. Donc mémoire historique, c'est le nom français de Shiji, traduit par Édouard Chavannes. Je ne vais pas lire ce passage-là, je vais lire celui-ci, que Segalen écrit dans Feuille de route. C'est une sorte de journal de route pendant l'expédition. Tout d'un coup, au sortir d'une belle route en terre jaune, lui, le mont factice, démasqué dans sa splendide ordonnance. Pour la première fois en Chine, un noble monument de terre jaune, et dont l'assise, les courbes symétriques et rentrantes, la puissance des lignes et l'élégance et la volonté de la double inflexion ne peuvent évoquer d'autres, on ne peut nommer que le nom de Khéops, bâtisseur de la plus grande pyramide. L'émotion de ma marche vers cela est celle même de ma découverte des 3 triangles du haut des remparts du Caire. Nous voyons que Segalen n'hésite pas à comparer le tumulus de Qin Shi Huangdi à la pyramide de Khéops. Son émotion est évidemment très grande. Deuxième découverte, l'exhumation d'une licorne du tombeau de l'empereur Gaozong de Tang, mort en 683. Alors, qu'est-ce que c'est une licorne? Licorne, vous savez tous, en Occident, c'est un animal mythique, mi-réel, mi-imaginaire. Et alors, sous la plume de Segalen et dans le contexte chinois, la licorne, ce sont des animaux fantastiques qui gardent les tombeaux d'empereurs. Segalen les nomme parfois comme licorne, parfois comme chimère, parfois comme lion ailé, parfois comme cheval ailé, selon le corps de l'animal, parfois tout simplement comme Qiling. Qiling, c'est le nom chinois de ce type d'animal. Ce type d'animaux fantastiques, ils en ont beaucoup rencontré tout au long de l'expédition. La première rencontre splendide a eu lieu au tombeau de l'empereur Gaozong de la dynastie Tang, dit Tang Gaozong.
Alors, le tombeau de Tang Gaozong, on l'appelle Qianling. Le Qianling, c'est la colline qui fait le tombeau. Et en fait, le tombeau de Tang Gaozong, c'est une colline naturelle. Pour une fois, ce n'est pas un mont artificiel. Et plusieurs empereurs des Tang ont choisi des collines naturelles pour être enterrés. Donc, au sommet de la colline, Ségalen et ses compagnons ont trouvé un cheval ailé extraordinaire, demi-enterré dans le sol. À sa femme Yvonne, Ségalen écrit ceci. Enfin, une belle chose, réelle, mais à demi enterrée, une tête et une épaule de cheval ailé d'un aussi beau galbe que les plus belles statues anciennes. C'est lui qui nous retient. Nous allons essayer de le faire dégager jusqu'au socle et, si le temps ne nous permet pas de glisser, d'en prendre de soigneux dessins. Il va effectivement dessiner. Mais comme rien n'imite en plat la statuaire, là il devient lyrique tout d'un coup, la pierre arrachée à son bloc est sculptée ensuite par l'œil même incessamment dans la lumière. C'est notre première découverte. C'est vraiment la caisse à la licorne ou licorne. Dans cette insistance sur le mot licorne associé au mot quête, ici écrit sous sa forme volontairement archaïque quest, nous pouvons entendre toute la résonance d'une telle quête. L'enquête archéologique pour Ségalen est en effet en même temps une quête spirituelle, la quête du beau. En fait, ce cheval ailé avait été déjà repéré par Chagall auparavant, donc ce n'est qu'une demi-découverte. Mais Ségalen et ses amis ont eu le mérite de le dégager du sol, donc c'est pas rien. Cependant, la véritable découverte ne va pas tarder à venir, c'est le lendemain même qu'a eu lieu la découverte. Donc ça c'est la licorne et Gilbert de Voisin à côté. Donc le lendemain, c'est l'immense découverte de Ségalen, le bloc sculptural du cheval écrasant un barbare du tombeau du général Huo Qubing. Aujourd'hui encore, les Chinois gardent ce nom qui a été donné par Ségalen, Ma Xiongnu. Le 6 mars, Ségalen est parti seul pour aller chercher le tombeau de l'empereur Han Wudi. En passant, il arrive au tumulus général de cet empereur, Huo Qubing. Et là, c'est une découverte inespérée. Voici le récit que Ségalen a fait de cette découverte. J'ai à peine le temps de le reconnaître dans sa forme et ses dimensions. Il s'agit du tumulus de Han Wudi de l'empereur. Et aussi ses ravinements Han classiques. J'ai à peine le temps d'en remarquer un autre auprès et qui s'est pendant longtemps dessiné comme un mamelon lui appartenant, que déjà je reconnais fort bien à 2 lits dans son nord-est, un tumulus, celui du général Huo Qubing, donc, qui, en accord avec le Shanxi Tongzhi, les chroniques locales de la province du Shanxi, comporte bien quelque chose, pierre levée sur son tertre. Je galope. Il y a, à ma grande surprise, des arbres au sommet. La pierre aperçue de loin est un pignon de maison. Des toits cascades et dégoulinent tout le versant du versant nord. Mais surtout, je distingue enfin un chume, un cheval de pierre, et je lance le mien à ses trousses. À 10 mètres, abordé d'en bas en arrière, j'en vois la croupe puissante, étayée comme sur un pilier par sa queue massive, quadrangulaire, épanouie à sa base. Et d'ailleurs, l'ensemble statuaire n'est qu'un bloc non évidé. J'arrive auprès. J'ai à peine le temps d'en ébaucher les lignes courbes, archaïques certes, mais un peu élimées, que l'évidence me saute aux yeux. Ce bloc massif est un splendide morceau de sculpture tragique. Ce gros cheval rond écrase et dompte une tête d'homme, un torse, un bras, qui lutte ventre à ventre. Oui, une grosse tête renversée, hirsute, lui sort entre les pattes de devant et toute l'assise jusqu'au sol est occupée par ce bras musclé porteur l'arc.
indéniable, antique Han et toute la Chaldée férocement, musculeusement sculpturale. Les dompteurs, les lutteurs, les sculpteurs du muscle victorieux. La découverte de cette sculpture a une signification considérable. Jusqu'ici, les statues chinoises les plus anciennes connues datent de l'an 147. Ce sont les 2 lions funéraires des Han postérieurs, découvertes par Chaban dans la province du Shandong. Maintenant, avec cette sculpture que Ségalen nomme cheval écrasant par dard, l'histoire de la sculpture chinoise en rond de bosse peut remonter donc à l'an 117 avant notre ère, donc c'est la date de la mort du général Rotupi, soit 264 ans plus tôt. Mais la véritable joie de Ségalen se situe ailleurs. Il a écrit à sa femme qu'en voyant cette sculpture, il était ému jusqu'aux larmes. Et qu'ensuite, il avait passé des heures à dessiner, à regarder, à palper, à photographier. C'est que l'émotion est toute esthétique chez Ségalen. Dans l'extrait cité, nous pouvons remarquer combien Ségalen accorde une importance au caractère puissant de cette sculpture. La référence assyrienne de la Chaldée a un peu effleuré son esprit à cause de ce caractère puissant, justement, mais il a vite éliminé cette hypothèse pour confirmer que cette sculpture est proprement chinoise et que ce trait puissant, féroce, est pour lui précisément le caractère même de l'art de l'antique Han. L'extrait cité nous fait voir un poète derrière l'archéologue. En réalité, Ségalen prend cette sculpture comme il va faire avec les autres sculptures chinoises qu'il va découvrir au cours du chemin. Il prend maintenant à cette structure précise, il la prend comme une œuvre d'art à part entière, et pas seulement comme un monument funéraire relevant de l'ensemble funéraire. Donc, il la prend comme une œuvre d'art, il lui accorde une entière autonomie, et donc il le regarde avec ses yeux d'artiste aussi, en imaginant les gestes du sculpteur. Parce que pour lui, cette pièce est sculptée avec une conscience artistique. C'est là toute l'originalité du regard de Ségalen pendant ses expéditions. Et c'est là que je dis que Ségalen est autant poète que archéologue pendant ses expéditions. Je dois dire aussi que le regard est original parce que c'est proprement un regard de poète occidental avec sa conception de l'art qui remonte jusqu'à la Grèce ancienne, parce que c'est une conception de l'art qui conçoit l'art comme quelque chose ayant accès à l'immortalité, au beau, alors que poète chinois traditionnel associerait plutôt ces sculptures funéraires autant à l'histoire. Ces sculptures, ces chevaux, ces lions, leur faisaient penser plutôt au temps qui passe, à l'instabilité, au paysage précisément. C'est le contraire de l'immortalité. Je passe maintenant à la période du Sichuan. À Sichuan, la mission de Ségalen a fait des découvertes importantes d'un type de monument qui s'appelle Chue. Ce sont en fait des piliers funéraires qui décorent et signalent un champ de sépulture, notamment à l'entrée du lieu. C'était Édouard Chaban qui a initié la découverte et l'étude des piliers funéraires en Chine, mais dans le Shandong et dans le Henan. Dans le Sichuan avant Ségalen, seul un Français nommé Dolon y a trouvé un pilier. Les chroniques locales et les ouvrages archéologiques chinois signalent l'existence de certains piliers. La mission Ségalen en a trouvé davantage, au nombre de 18. La grande valeur de ces piliers funéraires réside
dans les sculptures en bas-relief, cette fois-ci, qui les décorent. Les piliers que la mission ségalène a découverts datent tous des reins postérieurs, c'est-à-dire le 1er et le 2e siècle après notre ère. Elle confirme l'idée dont Ségalène se fait de l'art des reins, c'est-à-dire un art puissant, vigoureux, énergique, un art du côté de la vie, même quand il est gardien de la mort. Voici le résumé que Ségalène a fait des bas-reliefs trouvés sur ces piliers de Sichuan dans son œuvre inachevée, Chine, la grande statuaire. Donc, au début du chapitre intitulé « Le grand art de la vie sous les reins », il écrit « C'est une animation, une foule, un pétillement, une rouée de gens, de bêtes monstrueuses, banales, invraisemblables, quotidiennes, dans ses gestes fougues, une dynamique musculaire incessante, un effort d'arrachement de la pierre, un désir de se réaliser aussi dans la pierre, de transformer le bloc en ce tout formalisé qu'est la statue de pierre ronde bosse. Et tout cela épars dans le Sichuan s'accroche, tourne, se glisse, se rue autour des piliers de tombeaux, quelques-uns plus lents et très graves, aux pieds impassibles de stèles. Ce sont avant tout les piliers du Sichuan, et parmi eux les piliers des groupements de Chuxian et de Mianzhou, qui nous fournissent les plus beaux exemples de ces statuaires réduites mais puissantes, parfois minuscules et toujours immenses d'effet. Voici quelques exemples. Pilier de Zhao. Le Zhao, c'est le nom de famille du défunt, trouvé à Chuxian. Les scènes sculptées couvrent autour de l'entablement. À l'endroit de l'angle, on voit un combat entre deux bêtes félines. Celle qui est au-dessus est un tigre ailé. Un homme derrière tire la queue de ce tigre. Et le commentaire de Ségalène, un puissant enroulement, une étreinte terrible, souple, musclée, l'effort arrondi d'un gros serpent, mais ici monstre à 4 pattes et queue de tigre. Pilier droit de Pingyang, trouvé à Mianzhou, autre scène de combat de bêtes félines. Pilier gauche de Shen, trouvé à Chuxian. Le commentaire de Ségalène. Il est vrai que ce dos est parfait et du haut en bas accompli. Les épaules, le sillon musclé qui descend le long de l'échine, les deux masses solides et élastiques des reins, la taille bien prise, les fesses bien musclées et enfin immédiatement pendues sous les fesses, les apanages de la plus robuste virilité. Tout cela nous donne une idée péremptoire des attributs que le sculpteur des puissants accordait si volontiers à ces bêtes, même légendaires, à ces humains, même barbares. Que serait-ce qui lui eut à représenter le véritable fils de reine, l'homme chinois, dans toutes ses puissances, parce qu'il s'agit d'un archer barbare. Pilier gauche de Shen, trouvé à Chuxian. Enfin, pour ce bas-relief qui se trouve sur le même pilier, donc c'était comme le pilier précédent, c'est le Ségalène poète que je vais citer. L'extrait que je vais lire se trouve dans un recueil de poèmes en prose de Ségalène intitulé Peinture. Dans ce recueil, Ségalène fait en fait un monumentaire qui déroule des peintures chinoises mais imaginaires. Donc c'est la fin d'une de ses peintures littéraires donc. Ce nègre sur le dos d'une licorne dont 3 pattes ont disparu, la dernière crispée sur l'espace en avant. Le coup de rein est plus dur qu'un saut de poulain nomade, mais l'emporté soulève sa monture du battement de ses ailes membraneuses. Les cuisses sèches et les tibias font pince plus fort que les molles musclées. Le pied large talonne le front en arrière, les orteils écarquillés et libres, méprise encore l'étrier. C'est lui qui lâche et qui lance sa bête, et il va dans un souffle aspirant tel que de grandes fleurs indécises, pas ouvertes, ployées au passage, jettent leurs tiges en veloute à ses trousses. Donc l'image est complètement inspirée, comme vous le voyez, de ce bas-relief qui se trouve
dans le pilier de Shen. Outre les piliers funéraires, la mission Ségalen a aussi découvert dans le Sichuan quelques sculptures funéraires de ronde de brosse. Ce sont encore une fois des tigres et des lions ailés gardiens du tombeau. Ils ne sont pas nombreux et ils sont souvent dans un état déplorable. Il faut attendre l'expédition de 1917 pour avoir les plus beaux résultats de la chasse de licorne. En 1914, l'expédition de Ségalen n'était pas encore tout à fait terminée lorsqu'on leur a appris que l'Europe était à feu et à sang, la guerre éclatant. Ségalen devait rentrer en tant que militaire. Mais la Chine lui manquait, il a pu revenir en Chine en 1917 en profitant d'une mission de recrutement de travailleurs chinois pour le fonds. Donc, 1917. L'expédition des tombeaux des dynasties du Sud dans la région de Nankin. Ce travail de recrutement a conduit Ségalen vers l'est de la Chine, ce qui lui a permis de réaliser une expédition dont il a rêvé depuis longtemps. C'est d'explorer un immense champ de sépultures des empereurs des dynasties du Sud. En effet, pendant presque 2 siècles, entre le début du IVe siècle jusqu'à la fin du Ve siècle, la Chine s'est divisée en 2, avec successivement 5 dynasties dans le nord et 4 dynasties dans le sud. Donc pour vous situer, ces dynasties du nord et du sud. Les dynasties du sud comprennent successivement les Song, les Qi, les Liang et les Chen. Elles ont toutes comme capitale la ville de Nankin. Par conséquent, près de Nankin, il y a beaucoup de tombeaux d'empereurs, notamment dans la région de Danyang et de Zhuzhou. Le père Mathias Zhang, c'est chinois en réalité, mais qui est un jésuite à Xujiahui. Le père Mathias Zhang a publié en 1912 une étude sur ces tombeaux dans la collection Variétés sinologiques, éditée par l'imprimerie de la mission catholique de l'orphelinat de Toshawan, ici même à Shanghai, dans un volume intitulé Tombeaux des Liang. Famille Xiao, les familles Xiao, donc c'est celles qui règnent pendant la dynastie des Liang. L'expédition de Ségalen de 1917 a surtout le mérite de compléter les travaux du père Mathias Zhang et de corriger des erreurs qu'il trouvait nombreuses. Il a dit qu'il y avait tout à refaire, mais il ne lui restait plus de temps parce que 2 ans après, il quittera le monde trop prématurément. Voici quelques photos prises par Ségalen pendant cette expédition dans la région de Nankin. Donc ce sont 2 allées funéraires datant des dynasties du Sud. Quelques photos de lions et de chimères, de différents tombeaux d'empereurs et de princes. Ce sont des lions, des chimères, des Qi qui jadis gardaient des tombeaux d'empereurs. Au fil des siècles, les collines funéraires ont disparu ou sont indéchiffrables. Les chemins de l'âme conduisant aux tombeaux d'empereurs d'antan se transforment en champs cultivables, en villages habitables. Seuls ces animaux de pierre restent souverains, robustes, monumentaux, gardiens des morts invisibles, mais aussi des vivants perpétuels. Et toute l'émotion de Ségalen se traduit par ces quelques phrases dans une lettre à sa femme à propos du lion ailé du tombeau de l'empereur Xiaoti. Dans la campagne, tout d'un coup, silhouette, geste grave bien connu d'une ancienne chose, et le puissant lion de Xiaoting s'est découvert, nageant avec furie contre la terre cultivée qui le dévore, poussant de son poitrail énorme contre le temps qui l'assiège, noir de marbre sous la pluie tombée, mais suspendu dans un dernier éclat de soleil, luttant de toute sa cambrure contre l'oubli, avec sa langue charnue, sa crinière plus musclée que des reins,
quand, après une marche vive derrière un paysan pilote, j'ai découvert l'animal criant son geste et sa solitude. J'ai pensé longuement à d'anciens âges revivants. J'ai senti toute la beauté des âges. Et voici quelques photos que j'ai prises moi-même en 2017, 100 ans après l'expédition de Ségalen. Ces licornes et ces chimères sont toujours là, traversant 1500 d'histoire, contre le temps, contre l'oubli. Ils sont en plein milieu des champs ou devant des tas de cailloux, ou dans un paysage aujourd'hui complètement urbain, à côté des usines ou au milieu des voitures. Que reste-t-il quand tout a disparu, les empereurs comme les empires? L'art seul, aux yeux de Ségalen, acquiert le statut de l'immortalité. Pour terminer et pour faire écho à la mort de Ségalen évoquée au début de la soirée, je voudrais lire un poème de Ségalen dans le recueil de Stèle. Un empereur, le poète lui-même, y donne un décret pour prédire le lieu qu'il a choisi afin de mourir dans la sérénité. Tout est périssable, mais le poème reste, telle une stèle, telle une œuvre d'art, pour défier le temps, pour perdurer. Voici le poème. Édit funéraire. Moi, l'empereur, ordonne ma sépulture. Cette montagne hospitalière, le champ qu'elle entoure, est heureux. Le vent et l'eau dans les veines de la terre et les plaines du vent sont propices ici. Ce tombeau agréable sera le mien. Barrez donc la vallée entière d'une arche quintuple, tout ce qui passe est ennobli. Étendez la longue allée honorifique, des bêtes, des monstres, des hommes. Levez là-bas le haut fort crénelé, percez le trou solide au plat du mont. Ma demeure est forte, j'y pénètre, m'y voici, et refermez la porte, et maçonnez l'espace devant elle, murez le chemin aux vivants. Je suis sans désir de retour, sans regret, sans hâte et sans haleine. Je n'étouffe pas, je ne gémis point, je règne avec douceur, et mon plaid noir est plaisant. Certes, la mort est plaisante et noble et douce. La mort est fort habitable. J'habite dans la mort et m'y complais. Cependant, laissez vivre, là, ce petit village paysan. Je vais humer la fumée qui s'allume dans le soir et j'écouterai des paroles. Je vous remercie. Merci Bey pour cette intervention. Avez-vous des questions à poser? C'est pas facile. Attends, je dois avoir un autre micro, je vais le brancher. C'est juste un tout petit détail sur les chroniques régionales, parce que je sais que Paul Pelliot avait fait une énorme recherche, il en avait acheté partout où il pouvait, qui sont maintenant en France. Mais je voulais savoir, ces chroniques régionales, on pouvait les acheter, elles étaient dans les bibliothèques, j'imagine, du gouverneur régional. Comment est-ce qu'on y avait accès et comment Paul Pelliot a pu en acheter pour les ramener en France? Qui y avait accès? Parce que tout le travail de Chabannes et de Ségalen sont quand même très basés sur ces chroniques régionales. En tout cas, pour Ségalen, il y a deux étapes, c'est-à-dire une étape préparatoire pendant laquelle il lit les chroniques avant de partir, et puis l'étape
la deuxième étape, c'est pendant l'expédition, à chaque endroit, dès qu'il arrive, il cherche encore des chroniques locales, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a les chroniques locales de la province, il y a les chroniques locales de la ville, des siens, enfin, il y a plusieurs niveaux administratifs. Donc plusieurs niveaux dans le temps et dans la recherche. Et alors, certainement, ils avaient déjà lu un peu en France, et grâce à ce qui est amené par Chavannes et par Pelliot. Alors, comment eux, ils ont pu obtenir ça, je ne sais pas. Est-ce que ça, je pense que bon, il faut faire une recherche là-dessus, mais Pelliot a amené énormément de choses. Ségalen, en arrivant en Chine, il a encore beaucoup consulté. Il a consulté aussi la bibliothèque de Sutiaoui. Alors, je ne sais pas s'il y a des chroniques locales par contre. Oui, alors les sources de ces chroniques, j'avoue que je ne sais pas trop, mais quand ils arrivent à un endroit, ils demandent au gouverneur du pays de leur prêter les chroniques aussi, ça c'est certain, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon, oui. Merci beaucoup pour cette conférence. Alors, j'ai eu une question et une remarque. Moi-même, j'ai lu La Grande Statuaire. Comme je dis tout à l'heure, je suis collectionneur d'art des aborigènes de Taïwan, mais aussi d'antiquités chinoises. Et de l'antiquité vraiment de la Chine, des statues anciennes, comme celles qu'il est allé chercher, mais aussi de l'art bouddhique. Et donc, c'est très intéressant parce que dans La Grande Statuaire, il s'intéresse justement à cet art ancien, antique, mais pas à l'art bouddhique. Et quand il s'intéresse à des périodes postérieures, comme celle que vous avez décrite à Nankin, c'est la dynastie des Ming, là encore, il s'intéresse à cet art qui est inspiré de l'Antiquité et qui est en fait un art funéraire. Le bouddhisme, en arrivant en Chine, arrive après des périodes de guerre et d'affrontement et apporte un message de vie, justement. Et c'est intéressant parce que quand vous avez commencé par la mort, ce message sur la mort, hein, ça a apporté une certaine forme de réponse à la question que je me posais, mais pourquoi un homme comme lui, qui est un esthète, qui aime tellement la culture chinoise, a toujours, dans La Grande Statuaire, il critique, hein, il ne ménage pas ses mots sur l'art bouddhique, et donc ça m'a toujours étonné. Et donc je suis en train de, alors peut-être vous allez me corriger, mais je suis en train de découvrir cette fascination pour la mort, parce que le côté gigantesque, il y en a aussi dans l'art bouddhique, hein, la grande statuaire là qu'on voit, on retrouve également dans les grandes sculptures de Longmen, il y est allé, vous le disiez tout à l'heure, hein, on retrouve énormément de choses similaires. Les barbares, Bouddha est lui-même un étranger, un barbare, hein, on voit tous ces barbares dépeints dans cette grande statuaire, hein. Mais c'était, enfin, peut-être la clé, en tout cas, c'est une des clés que je vois à la réponse que je me posais, à la question que je me posais, pourquoi il détestait tant la sculpture bouddhique, c'est peut-être qu'elle était, elle était la vie par opposition à la mort qui semblait le fasciner tant. Donc, voilà, c'est une remarque en forme de question, est-ce que je me trompe? Voilà, merci. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Alors, il faut dire que Ségalen est très injuste vis-à-vis de l'art bouddhique. Il est très partial. Et c'est pour ça qu'il n'est pas, à mon avis, un archéologue professionnel, scientifique. Il est avant tout un poète. Il regarde tout avec sa propre émotion, son propre principe esthétique. Alors, il a forgé une théorie esthétique, mais qui est bien à lui, c'est-à-dire que un art est puissant à son origine, et avec le temps, ça se dégrade. Et alors, l'art bouddhique chinois, c'est déjà pas l'art bouddhique indien, et même au Moyen-Orient, donc c'est déjà la troisième étape, et ça se dégrade déjà. Ce n'est plus la même puissance que l'art bouddhique en Inde ou en Afghanistan.
ces régions-là. Et donc ça, c'est la première raison. Et deuxième raison, je pense que c'est proprement spirituelle, religieuse, parce que Ségalen, sur le plan religieux, n'aime pas du tout le bouddhisme. Pour lui, le bouddhisme est, comment dire, est absent de la vie. Alors que les Chinois sont très... les Chinois aiment la vie. C'est ça qu'il aime finalement dans la statuaire chinoise. C'est la vie elle-même qui s'exprime. Même quand cet art accompagne la mort, il n'y a aucune allusion de la mort. Alors que le bouddhisme aspire un au-delà en quelque sorte, alors que Ségalen contre férocement à un au-delà, parce que bon, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de transcendance. Pour lui, la transcendance, c'est l'art. Mais la vie terrestre est la plus importante. Il n'y a pas d'au-delà pour lui. Alors que le bouddhisme, pour lui, c'est justement, il y a un regard trop vers un au-delà, au-delà de la vie elle-même. Alors que les Chinois, les reins plus que tout, sont pleinement dans la vie. Une autre question? Non? Pardon. Juste une question sur cette photo. Parce qu'en fait, j'ai eu un peu du mal à voir c'est où le tombeau. Enfin, Ah, le tombeau. En fait, il y a 3 étapes. C'est ça, le tombeau. C'est de mon art factice qui contient 3 échelles. Il y a la base. Donc, vous voyez, c'est tout petit à la base. Alors, tout ça, c'est le champ. Et la base, donc il y a 2 lignes. Entre les 2 lignes, c'est la première échelle et ensuite la deuxième. Vous voyez, ça c'est... Il y a une ligne rentrante comme ça. C'est ça la deuxième échelle et la troisième, c'est le haut. Donc en fait, c'est... il y a 3 étapes. Vous voyez? Et donc en fait, ça a été recouvert par la terre. Oui, c'est ça. Et du coup, quand il est arrivé là, il a compris que c'était un tombeau comme ça. Tout de suite, oui. Parce que c'est artificiel déjà, et puis c'est monumental, grandiose, ça ne peut qu'appartenir qu'à un homme puissant comme Qin Shi Huang. Est-ce que du coup, après, ils ont enlevé la terre et tout? Ah non, pas du tout, ils n'ont rien fait. Oui, il a juste fait un relèvement de l'emplacement. C'est-à-dire qu'il a identifié l'emplacement du tumulus. Et après, quand on a découvert les soldats intercules, c'était ici, justement. Oui. Tout à fait. Non. Wow. Oui. C'est stylé. J'ai 2 questions. Première, c'est Ségalen avec le nom chinois, c'est Ségalen. Et Oui. pourquoi il choisit ça, ou il donne le même, ou pour quelle raison? Est-ce qu'il y a quelque histoire? Oui. Deuxièmement, c'est pour vous. Pourquoi vous choisissez cet monsieur Ségalen pour l'étude? Oui, merci. Alors, première question, Ségalen. Ségalen, oui, c'est un nom choisi par son maître de chinois, donc un lettré chinois. Et en fait, il n'aime pas trop ce nom parce qu'il trouvait que c'est un peu féminin comme nom, parce que c'est pavillon, là c'est orchidée. Pavillon d'orchidée, c'est pas très viril, hein, comme on dit. Voilà, donc ça c'est la réponse pour votre première question. Après moi-même, c'est de hasard complet. Quand j'étais étudiante à l'université, j'étais tombée sur un volume de Ségalen. Et je trouvais ça... Je comprenais rien. Mais c'était fascinant parce que c'est des Français qui ont fondé toute son œuvre sur la base de la culture chinoise. Donc ça m'a complètement fascinée. Et finalement, Ségalen, pour moi, c'est à la fois le guide de la culture française et le guide de la culture chinoise. En même temps. Parce
qu'avec lui, j'ai découvert vraiment tout un pan de l'histoire chinoise que je ne connaissais pas. Voilà, une autre question? Lorsque vous avez montré les tracés de ces deux expéditions, donc il est allé jusqu'au Japon et jusqu'au Vietnam, est-ce qu'il a écrit des choses dessus ou est-ce qu'il a fait des études particulières hors de la Chine? Ah, pas du tout. Non, Alors, oui, son centre d'intérêt, c'est vraiment la Chine. Hein. Il a fait 1 mois de voyage au Japon, mais encore une fois, il n'aime pas le Japon. C'est assez exceptionnel parce que tout le monde adorait le Japon à l'époque comme aujourd'hui. Mais bon, le Japon ne l'intéressait pas trop, justement. C'est pas très original selon sa théorie esthétique. Il trouvait que le Japon a trop emprunté de la Chine, alors bon, il est autant de rester en Chine pour découvrir la culture, l'art. Alors le Vietnam, c'est juste le passage hein, pour retourner en France, donc c'était pas vraiment un voyage. Merci. Une dernière question? Oui, non, mais il y a pas de problème. Oui, juste, je m'intéresse à sa poésie et puisque vous parlez de sa fascination à la fois pour la mort et pour la vie, je me demande comment il réconciliait ces deux fascinations en apparence un peu contradictoires. Ben, c'est pas si contradictoire que ça si on pense un peu longuement et dans la profondeur, c'est-à-dire plus qu'on craint de la mort, plus on chérit la vie et la mort est une angoisse constante pour Ségalen justement, donc il pense sans arrêt à une vie qui vaut la peine d'être vécue, je pense. Merci. Merci. Je voulais juste savoir, vous nous avez montré donc, les licornes de nos jours. Est-ce qu'elles font l'objet d'un programme de protection ou quelque chose comme ça? On a vu a priori pas trop, mais elles sont quand même encore là. Donc est-ce que les autorités locales cherchent à les conserver ou pas particulièrement? Alors, en fait, je suis allée 2 fois, en 2016 et 2017. Ils étaient encore là. Ben, j'espère qu'aujourd'hui, ils sont encore là. En tout cas, je trouve que... Alors, Ségalen, il a constaté, donc, quand on lit des observations de Ségalen, à l'époque, il y avait des lions ailés qui ont été encadrés déjà. Il y avait des cages, il y avait des cages pour entourer ces animaux dans le champ. Mais aujourd'hui, on ne voit plus de cages, donc je pense que c'est une politique de patrimoine qu'on a décidé de garder telle qu'elle dans le champ. Je trouve que c'est une très bonne décision. Oui, j'espère qu'ils ne seront pas déplacés dans le musée parce qu'il n'y aura aucun intérêt, parce que c'est dans le champ même qu'on peut voir la grandeur, la monumentalité de ces sculptures. Enfin, malheureusement, j'ai vu une photo il n'y a pas très longtemps où on voit une licorne pratiquement au milieu d'un carrefour. C'est dommage, hein, oui. Oui, au milieu d'un carrefour. Oui. Un carrefour à 300 km. Mais j'ai montré aussi les photos. Voilà, il y en a encore. Mais je pense qu'on a pris conscience un peu tard déjà. C'était déjà comme ça. Oui. Ségalen est né en Bretagne et il est mort en Bretagne. Est-ce qu'il avait des origines bretonnes? Ségalen, c'est breton. Tout à fait. Alors, est-ce que cette fascination pour la mort, ça peut avoir des origines un peu bretonnes? Je suis breton. Alors,
Alors, Ségalen, à Tahiti, quand son navire est envoyé pour rassembler les lacs de Gauguin, il a découvert un tableau de Gauguin qui est la Bretagne sous la neige. Et en fait, c'était un ancien tableau de Gauguin que Gauguin a amené avec lui à Tahiti, mais Ségalen croyait que Gauguin, dans son séjour tahitienne, pensait à sa Bretagne et il a peint ce tableau. Et ça lui a donné toute une réflexion de voyager au loin et de retour dans son origine. Et je pense que la Bretagne est toujours là, au fond de Ségalen, même à l'extrême lointain. Et donc, oui, il est breton complètement. Et puis parce qu'il est breton qu'il est parti. Parce que le Finistère, c'est là où finissent la terre, mais c'est là où tout commence aussi. Et tous les Bretons, paraît-il, ont le désir de partir comme vous-même. J'ai été extrêmement touchée par votre manière de lire les poésies de Ségalen. Merci beaucoup. Vous les lisez avec une musique extraordinairement intérieure. Et j'aurais voulu savoir si vous étiez vous-même littéraire, dans le sens que vous aimez la poésie chinoise et que vous aviez été particulièrement touché par le côté poète de Ségalen, sa littérature épique, flamboyante. Est-ce que c'est ses photographies ou son travail d'archéologue qui vous a d'abord touché, ou d'abord ses écrits et ses poésies? Et quel est votre rapport avec la poésie chinoise et la littérature chinoise et la musique, la musicalité de l'écriture? Merci beaucoup, je suis très touchée pour votre remarque. Oui, j'aime beaucoup la poésie chinoise et française. Et oui, je suis très sensible à la musique. Alors, la musique ségalaine est très particulière, hein. C'est pas une musique qu'on entend souvent. C'est assez... c'est très... comment dire... une musique métal presque. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Il y a un côté dur, mais en même temps très rythmé. J'aime beaucoup le rythme. Bon, c'est... alors, votre question, c'est sur moi ou sur Ségalen? D'abord attiré par son travail archéologique, ah, oui. D'accord. D'abord par ses œuvres littéraires. Oui, ça c'est évident. J'étais baignée dans sa musique quand je faisais ma thèse. Je lisais Ségalen tous les jours. Je lisais Claudel aussi, hein, c'est assez différent comme rythme. Mais il y a dans ces deux auteurs, il y a une sorte d'énergie. Une grande énergie, un élan. Alors chez Ségalen, l'élan est très retenu en même temps. Mais en le lisant et le relisant, on sent un certain lyrisme. Hein. En même temps, je trouve qu'il est très lyrique, mais il essaie de le retenir dans les rythmes, dans la mesure, comme l'art chinois, parce que l'art chinois, pour lui, c'est le classique. Par excellence, c'est la mesure, justement. Et cette dureté, je pense que ça vient du travail poétique. Et là, il a hérité de la poésie française du XIXe siècle, parce que c'est l'art poétique tel que Théophile Gautier proclame, hein, c'est un art dur qui doit être travaillé comme une sculpture. Justement, là, il y a un lien entre la poésie de Ségalen et les sculptures chinoises. Il faut travailler sur la forme. Et la forme, c'est l'art. Je vous propose de continuer vos échanges un petit peu plus tard. On va laisser
On va laisser Belle souffler un petit peu. Parce qu'elle a quand même... Merci beaucoup. Je suis très heureuse vraiment de vous rencontrer ce soir, de partager avec vous.